Quand je suis tombé et que j'ai perdu connaissance, les médecins ont appelé ma fille adoptive. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, ma belle-sœur est apparue. Si vous aimez cette histoire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Votre soutien signifie tout pour moi et m'aide à continuer de raconter des histoires qui touchent le cœur. La douleur est venue sans prévenir. Comme un éclair qui traversait ma poitrine et arrêtait tout en moi. Je me souviens de cette sensation, comme si mon cœur était broyé dans un étau. Le monde a commencé à tourner, les couleurs se sont estompées dans un brouillard gris, puis, rien. L'obscurité absolue. Je suis Pierre Dubois, 69 ans, et j'ai passé toute ma vie à Lyon. Depuis la mort de ma femme Marguerite il y a 4 ans, je vis seul dans notre appartement du 6e arrondissement. Un 3 pièces modeste que nous avons acheté dans les années 80, chaque mètre carré payé avec nos économies. J'étais contremaître chez Renault pendant 42 ans. Chaque matin à 5h30 debout, chaque soir rentré fatigué mais fier de ce que j'avais construit. Ma fille Céline, 38 ans, vit avec son mari Julien dans un loft moderne à Confluence. Elle travaille comme directrice marketing dans une grande entreprise et gagne plus en un mois que ce que je gagnais en 3 mois. Depuis la mort de Marguerite, notre relation est compliquée. Céline me rend rarement visite, et quand elle le fait, c'est généralement pour parler de choses pratiques, l'appartement, mes finances, ma santé. Comme si j'étais déjà un problème à résoudre. Ce mardi matin de novembre, j'étais en train de nettoyer les gouttières de notre petit balcon. Le ciel lyonnais était gris et lourd, typique de cette saison. J'étais sur l'escabeau quand cette douleur fulgurante m'a frappé. La dernière chose dont je me souviens, c'est la sensation de tomber et le froid du carrelage contre mon visage. Les pompiers m'ont trouvé inconscient. Madame Moreau, ma voisine de 75 ans, avait appelé le SAMU après m'avoir vu effondré. Pendant le trajet vers l'hôpital Édouard Herriot, j'oscillais entre la vie et la mort. Mon cœur avait presque cessé de battre. À l'hôpital, ils ont fouillé mon portefeuille pour trouver un contact d'urgence. Il n'y avait qu'un nom, Céline Dubois, ma fille. Les médecins l'ont appelée immédiatement. Le docteur Rousseau, le cardiologue, lui a expliqué la situation, votre père a fait un infarctus massif. Il est en réanimation. C'est grave. Vous devriez venir le plus rapidement possible. Mais elle n'est pas venue. Les heures ont passé. Les machines bipaient rythmiquement autour de moi. Des tubes et des câbles me maintenaient en vie. Les infirmières se relayaient, contrôlaient mes constantes, ajustaient les médicaments. Mais aucun visage familier. Personne pour tenir ma main. Le docteur Rousseau a rappelé Céline. Puis encore une fois. Sa messagerie répondait « Bonjour, vous êtes bien chez Céline. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. » Mais elle n'a jamais rappelé. Le deuxième jour, alors que je flottais encore entre conscience et sédation, j'ai entendu des pas dans le couloir. Des pas fermes, déterminés. Une femme parlait avec l'infirmière. Je suis Sylvie Moreau, la belle-sœur de Pierre Dubois. Je suis venu prendre de ses nouvelles. Sylvie. La sœur cadette de Marguerite. 54 ans, divorcée, elle travaille comme infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse. Une femme aux cheveux châtains courts et pratiques, aux yeux verts chaleureux, qui dit toujours ce qu'elle pense. Céline ne l'a jamais aimée. Elle se mêle toujours de tout, disait Céline. Elle n'est même pas vraiment de la famille. Mais Sylvie était là. Quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois, j'ai vu son visage. Elle était assise sur la chaise inconfortable de l'hôpital à côté de mon lit, un gobelet de café de la cafétéria à la main. Ses yeux étaient fatigués mais vigilants. Quand elle a remarqué que j'étais réveillé, elle a souri, pas le sourire forcé qu'on offre aux malades, mais un vrai sourire de soulagement. « Pierre » a-t-elle dit doucement. « Dieu merci. Tu nous as fait une belle peur. » Ma voix était rauque à cause des tubes, Sylvie? Comment, pourquoi es-tu là? Madame Moreau m'a appelé. Elle avait mon numéro depuis l'époque de Marguerite. Sylvie a posé son café et s'est penchée vers moi.
Les médecins ont essayé de joindre Céline, mais elle s'est interrompue. J'ai pensé que quelqu'un devrait être auprès de toi. J'ai fermé les yeux. La réalité me frappait plus durement que l'infarctus. Ma propre fille, pour qui j'avais travaillé toute ma vie, n'était pas venue. À la place, il y avait cette femme que Céline considérait comme pas vraiment de la famille. Où est Céline, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Sylvie a hésité. Pierre, elle est au courant. L'hôpital l'a appelée plusieurs fois. Le silence entre nous était plus lourd que toutes les machines de la chambre. Sylvie a pris ma main, une main chaude et ferme, qui connaissait le travail. Tu dois te concentrer sur ta guérison maintenant. Le reste peut attendre. Mais je ne pouvais pas attendre. Dans les jours qui ont suivi, pendant que Sylvie venait quotidiennement, parfois avant son service, parfois après, parfois pendant sa pause déjeuner, je repensais à ma vie. Aux années où j'avais économisé chaque centime pour que Céline puisse faire ses études. Aux week-ends que j'avais passé à faire des heures supplémentaires pour qu'elle ne manque de rien. Aux nuits où Marguerite et moi étions restés assis à la table de la cuisine à trier les factures, toujours soucieux que Céline ait tout ce que nous n'avions jamais eu. Le 4e jour, le docteur Rousseau est venu avec de bonnes nouvelles. Monsieur Dubois, votre état se stabilise. Nous pourrons bientôt vous transférer en cardiologie. Il a regardé le dossier dans ses mains. Avez-vous quelqu'un pour s'occuper de vous quand vous sortirez? Les premières semaines à domicile sont cruciales. Avant que je puisse répondre, Sylvie a dit « Je m'occuperai de lui ». Le docteur Rousseau a hoché la tête avec approbation. C'est bien. Le soutien familial est essentiel dans ces cas-là. Famille. Le mot résonnait dans ma tête. Sylvie n'était pas ma famille au sens traditionnel, mais elle était la seule personne qui se comportait comme telle. Le 5e jour, alors que j'étais déjà en cardiologie, mon téléphone a sonné. Le numéro de Sylvie s'affichait. Pierre, je suis en bas. Céline est là. Elle monte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, pas de joie, mais d'un mélange d'espoir et de colère. Après 5 jours, elle venait enfin. Céline est entrée dans la chambre dans son manteau Zara, son sac longchamp serré contre elle. Elle avait l'air de sortir directement d'une réunion. Son regard a parcouru nerveusement la pièce, évitant le mien. « Papa » a-t-elle dit, et sa voix était endue. « Comment tu vas ?»« Maintenant tu demandes » ai-je répondu plus calmement que je ne me sentais. J'étais très occupé. Julien et moi avions des rendez-vous importants, et... Elle s'est tue en remarquant Sylvie, qui se tenait silencieusement dans le coin. « Bonjour, Céline » a dit Sylvie neutralement. Céline l'a ignoré. « Papa, il faut qu'on parle. » De choses pratiques. L'appartement, tes finances. Après cet incident, il faut être réaliste. Incident. Elle appelait mon infarctus un incident. Quelle chose pratique, ai-je demandé. Céline a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à une négociation difficile. L'appartement est trop grand pour toi. Tu ne peux plus vivre seul. On devrait parler de maison de retraite, ou au moins de résidence-service. Et l'appartement, il a une bonne valeur sur le marché. Avec le produit de la vente, on pourrait te trouver un joli studio et le reste te reviendrait, l'ai-je interrompu. Ce n'est pas, je veux dire seulement qu'il faut anticiper. Tu n'es plus tout jeune, et après cet infarctus. Sylvie s'est raclé la gorge. Céline, ton père vient juste de se stabiliser. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour ce genre de conversation. Céline s'est retournée brusquement vers Sylvie. Ça ne te regarde pas. Tu n'es pas de la famille. Le silence qui a suivi était glacial. Sylvie est restée calme, mais j'ai vu ses mâchoires se crisper. Tu as raison, a-t-elle dit doucement. Je ne suis pas de la famille. Je suis juste la personne qui était là quand tu n'es pas venu. Céline a rougi. J'avais des obligations. Je ne peux pas tout laisser tomber. Pour ton père mourant, a demandé Sylvie. Il ne meurt pas. Il va se rétablir, et alors il faudra prendre des décisions pratiques.
J'observais cet échange comme un match de tennis, mais les balles étaient des mots qui frappaient plus profondément que toute douleur physique. Ma fille parlait de moi comme si j'étais déjà mort ou au moins incapable de prendre mes propres décisions. Sylvie me défendait, bien qu'elle soit, comme Céline l'avait justement dit, pas de la famille. Céline, ai-je finalement dit, et les deux femmes se sont tournées vers moi. Je pense que tu devrais partir. Papa, il faut qu'on en parle. Non, ai-je dit plus fermement. Il ne faut rien du tout. Tu n'étais pas là pendant 5 jours. 5 jours où je ne savais pas si j'allais survivre. Et la première chose que tu dis, ce n'est pas « je suis contente que tu sois vivant » ou « je suis désolé ». Tu parles de mon appartement et de mon argent. Céline a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main. Sylvie était là. Tous les jours. Elle a parlé avec les médecins, elle a rempli des formulaires, elle s'est assurée que je ne sois pas seule. Et toi, tu arrives ici et tu lui dis qu'elle n'est pas de la famille. Papa, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit, et ma voix s'est élevée, c'est que j'ai travaillé 42 ans pour te donner une belle vie. Ce qui n'est pas juste, c'est que ta mère et moi avons renoncé aux vacances pour que tu puisses étudier. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu penses avoir des droits sur mon appartement alors que je suis encore vivant. Céline a commencé à pleurer, pas de tristesse, mais de frustration. Je voulais juste, je pensais juste. Tu pensais que j'étais mort ou bientôt mort, et tu pouvais commencer à planifier mon héritage. Les mots sont sortis froids et clairs. Mais je suis encore vivant, Céline. Et je peux prendre mes propres décisions. Céline a quitté la chambre sans dire au revoir. Ses talons claquaient avec colère sur le linoléum de l'hôpital. Sylvie et moi sommes restés dans le silence qu'avait laissé Céline. Finalement, Sylvie a dit « Je suis désolé, Pierre. Je ne voulais pas. » Tu ne voulais pas quoi? Dire la vérité. Je l'ai regardé. Tu étais là, Sylvie. Tu étais là quand ma propre fille ne voulait pas venir. Dans les semaines qui ont suivi, pendant ma convalescence à la maison, Sylvie est devenue ma bouée de sauvetage. Elle passait chaque matin avant son service pour s'assurer que j'avais pris mes médicaments et mangé quelque chose. Elle m'apportait des livres de la bibliothèque, faisait mes courses et m'aidait avec les exercices de rééducation que le docteur Rousseau avait prescrits. Un soir, alors que nous étions assis dans ma cuisine à boire du café, elle m'a dit « Pierre, il faut que je te dise quelque chose. » Céline m'a appelé. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait savoir si je t'influençais. Elle pense que j'ai des arrière-pensées. J'ai ri amèrement. Des arrière-pensées. Comme si tu voulais quelque chose de moi. Elle a aussi demandé si tu avais fait un testament. Si tu avais fait des changements. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Une décision qui se formait dans mon cœur depuis des semaines, pendant que je comparais les soins désintéressés de Sylvie et l'absence calculée de Céline. Sylvie, ai-je dit, j'aimerais que tu m'accompagnes chez un notaire demain. Elle m'a regardé avec surprise. Pierre, tu n'as pas besoin de. Si, j'en ai besoin. Je dois m'assurer que les personnes qui prennent vraiment soin de moi soient récompensées. Le lendemain, nous sommes allés chez Maître Durand dans le 2e arrondissement. Un vieil ami de Marguerite et moi, qui nous avait aidés pour l'achat de l'appartement. Maître Durand était un homme dans la soixantaine avec une barbe grise et des yeux bienveillants derrière des lunettes dorées. Pierre, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation, êtes-vous sûr de vouloir cela? Ce genre de décision ne devrait pas être prise sous le coup de l'émotion. Ce n'est pas de l'émotion, ai-je répondu. C'est le résultat de semaines de réflexion. Ma fille a montré ce qui lui importait. Sylvie a montré ce que la famille signifie vraiment. Maître Durand a hoché lentement la tête. Comprenez-vous que cela va créer des conflits? Les conflits existent déjà, ai-je dit. Je ne fais que clarifier les choses. Le Nouveau Testament était simple et direct. Sylvie hériterait de l'appartement, ainsi que de la plus grande partie de mes économies. Céline recevrait une somme plus modeste, assez pour montrer que je ne l'avais pas complètement déshérité, mais pas assez pour satisfaire ses attentes. Mais ce n'était que la première étape de mon plan.
Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à réorganiser mes finances. J'ai ouvert un nouveau compte au Crédit Lyonnais et y ai transféré la plupart de mes économies. Sylvie a été ajoutée comme mandataire, non pas parce que je voulais lui donner mon argent, mais parce que je savais qu'elle ne l'utiliserait que si c'était vraiment nécessaire. Puis j'ai attendu. Céline n'a pas donné de nouvelles. Pas d'appel, pas de visite, pas de message. C'était comme si je n'existais pour elle que quand il s'agissait de questions d'héritage. 3 mois après mon infarctus, elle a finalement donné signe de vie. C'était un dimanche après-midi de février, et j'étais assis avec Sylvie dans le salon à regarder une rediffusion de Plus belle la vie. Sylvie venait maintenant régulièrement le week-end, non par obligation, mais parce que nous avions développé une vraie amitié. Céline n'a pas sonné. Elle a utilisé sa clé, la clé que je lui avais donnée quand elle était encore adolescente. Elle est entrée comme si l'appartement lui appartenait déjà. « Papa », a-t-elle dit, et sa voix était différente. Moins professionnelle, plus manipulatrice. « Comment tu vas? » « Bien, » ai-je répondu brièvement. Elle a remarqué Sylvie et son sourire s'est crispé. « Sylvie. Tu es là aussi. »« Je suis souvent là, » a dit Sylvie calmement. Céline s'est assise sur le canapé en face de moi. Elle avait apporté des fleurs, des roses chères du fleuriste, pas les simples tulipes que Sylvie rapportait du marché. « Papa, je voulais m'excuser », a-t-elle commencé. « Pour ce qui s'est passé à l'hôpital. J'étais stressé et je n'ai pas réfléchi correctement. J'ai attendu. » Céline n'avait jamais été douée pour s'excuser sans se justifier en même temps. Julien et moi avions vraiment des rendez-vous importants. Tu sais comment c'est dans le monde des affaires. On ne peut pas tout laisser tomber. Voilà. La justification. Mais je suis là maintenant, a-t-elle continué. Et j'aimerais qu'on retrouve une relation normale. Qu'est-ce qu'une relation normale pour toi, ai-je demandé. Céline a souri, le sourire qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Eh bien, je pensais que je pourrais passer plus souvent. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble, aller au cinéma. Et mon appartement et mes finances, l'ai-je interrompu. Elle a légèrement rougi. Ça, c'était un malentendu. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien pris en charge. Je suis pris en charge, ai-je dit en regardant Sylvie. Très bien pris en charge. Céline a suivi mon regard et son sourire s'est encore crispé. Papa, je suis ta fille. C'est moi qui devrais m'occuper de toi. Tu devrais, ai-je acquiescé. Mais tu ne le fais pas. La tension dans la pièce était palpable. Sylvie s'est levée. Je devrais partir. Vous devriez parler tous les deux. Non, ai-je dit fermement. Reste. Tu as ta place ici. Céline a explosé. Elle n'a pas sa place ici. C'est notre maison, notre famille. Elle profite de toi, papa. Tu ne vois pas ça. Comment profite-t-elle de moi, ai-je demandé calmement. Elle veut ton argent, ton appartement. Elle joue la belle-sœur attentionnée, mais elle a des arrière-pensées. Je me suis levé lentement. Mon cœur était assez fort pour ce que j'avais à dire. Céline, dans les 3 mois depuis mon infarctus, Sylvie s'est occupée de moi tous les jours. Elle a organisé mes médicaments, fait mes courses, m'a conduit aux rendez-vous médicaux. Elle a bouleversé sa propre vie pour s'assurer que j'étais pris en charge. Et dans le même temps, tu m'as rendu visite 2 fois, une fois à l'hôpital pour parler de mon héritage, et aujourd'hui pour t'excuser parce que tu penses que ça pourrait affecter ton héritage. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit, et ma voix s'est élevée, c'est que tu penses avoir des droits sur ce que j'ai construit toute ma vie sans jamais rien faire pour cela. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu accuses une femme qui a été plus une famille pour moi que toi ces dernières années. Céline a recommencé à pleurer. Papa, je suis ta fille. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça compte que je t'aime, ai-je dit doucement. Mais l'amour n'est pas la même chose que le respect. Et le respect doit se mériter. Céline a quitté l'appartement ce jour-là avec la certitude que quelque chose avait fondamentalement changé. Mais elle n'a pas abandonné.
Dans les semaines qui ont suivi, elle a commencé à appeler régulièrement. Pas pour demander comment j'allais, mais pour faire des commentaires subtils sur Sylvie. J'ai entendu dire qu'elle avait des problèmes financiers, a-t-elle dit un jour. Les gens dans sa situation deviennent parfois désespérés. Ou, papa, tu sais qu'elle n'est pas vraiment de la famille, n'est-ce pas? Si quelque chose arrive, elle n'a aucune obligation légale de s'occuper de toi. Ces appels n'ont fait que renforcer ma décision. 6 mois après mon infarctus, j'ai invité Céline à une conversation. J'ai aussi demandé à Sylvie d'être présente, ainsi qu'à Maître Durand comme témoin. Nous nous sommes retrouvés dans l'étude de Maître Durand par une chaude journée de mai. Céline est venue dans une nouvelle robe, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle pensait probablement que c'était une réunion de réconciliation. Céline, ai-je commencé après que nous nous soyons tous assis, je t'ai demandé de venir ici pour te dire quelque chose. J'ai modifié mon testament. Son sourire s'est figé. Papa, ce n'est pas nécessaire. On a tout réglé. Vraiment? Je l'ai regardé directement. Céline, dans les 6 mois depuis mon infarctus, tu m'as rendu visite 4 fois. Chaque fois, tu étais plus intéressé par mon appartement et mon argent que par mon bien-être. Tu as attaqué la femme qui s'occupe de moi quotidiennement et tu lui as prêté des arrière-pensées. Papa, Laisse-moi finir. Ma voix était calme mais déterminée. Sylvie s'est occupée de moi sans rien attendre en retour. Elle m'a montré ce que la famille signifie vraiment. Pas les liens du sang, mais la loyauté, l'attention et l'amour. Maître Durand m'a tendu une copie du Nouveau Testament. L'appartement du 6e arrondissement, d'une valeur d'environ 450 000 €, revient à Sylvie Moreau. Ainsi que 80 000 € de mes économies. Céline est devenue pâle. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille. Tu recevras 30 000 €, ai-je continué. Assez pour montrer que tu n'es pas oublié, mais pas assez pour satisfaire tes attentes. Céline s'est levée d'un bond. Ce n'est pas légal. Elle t'a manipulé. Maître Durand s'est raclé la gorge. Madame, votre père est parfaitement sain d'esprit et a pris cette décision après mûre réflexion. Le testament est juridiquement irréprochable. Sylvie, s'est tournée Céline vers elle, dis-lui que tu ne veux pas de l'appartement. Dis-lui que ce n'est pas bien. Sylvie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a regardé Céline calmement. Céline, je n'ai jamais rien demandé à ton père. Je me suis occupé de lui parce que c'était la bonne chose à faire. S'il a décidé que je devais hériter de son appartement, alors je respecte cette décision. Hypocrite, a crié Céline. Tu as tout planifié. Céline, ai-je dit sèchement, ça suffit. Tu montres exactement le comportement qui a mené à cette décision. Céline a quitté l'étude en larmes et en proférant des menaces. Je vais contester ça. Je ne laisserai pas passer ça. Mais elle ne pouvait rien contester. Le testament était juridiquement solide et j'étais parfaitement sain d'esprit. Dans les mois qui ont suivi, Céline a essayé différentes tactiques. Elle a envoyé Julien pour me parler. Il est venu avec des chiffres et des arguments sur pourquoi il serait économiquement plus sensé de léguer l'appartement à Céline. Je l'ai écouté poliment puis j'ai dit, « Julien, tu n'étais pas là quand j'étais en train de mourir. Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire de mes biens. » Elle a essayé le chantage émotionnel, appelant en pleurs et parlant de combien elle était blessée. « Papa, je pensais que tu m'aimais. »« Je t'aime, » répondais-je à chaque fois. « Mais l'amour ne signifie pas que je dois récompenser ton mauvais comportement. » Elle a même essayé de monter d'autres membres de la famille contre moi. Mon frère Paul m'a appelé, « Pierre, Céline dit que tu as légué ton appartement à une étrangère. » Ça ne peut pas être vrai. Paul, ai-je dit, étais-tu là quand j'ai eu mon infarctus? Non, mais... Sylvie était là. Tous les jours. Elle n'est pas une étrangère. C'est la famille que j'ai choisie. 1 an après mon infarctus, ma vie avait complètement changé. Sylvie et moi avions développé une amitié profonde basée sur le respect mutuel et l'affection sincère. Elle avait une clé de mon appartement et allait et venait comme bon lui semblait. Nous cuisinions ensemble,
regardions des films, discutions de livres et de politique. C'était le genre de relation que j'avais toujours voulu avoir avec Céline, mais que je n'avais jamais eu. Céline avait presque complètement coupé les ponts. Occasionnellement, elle envoyait une carte pour mon anniversaire ou à Noël, mais les messages étaient froids et formels. Un jour, alors que Sylvie et moi travaillions dans le petit jardin partagé de l'immeuble, elle m'a dit « Pierre, regrettes-tu parfois ta décision ?» J'ai réfléchi un moment. « Non, ai-je finalement dit. Je regrette seulement qu'il m'ait fallu si longtemps pour reconnaître qui était vraiment de la famille. » 2 ans après mon infarctus, j'ai reçu un appel de Céline. Sa voix était différente, fatiguée, vaincue. « Papa, a-t-elle dit, Julien et moi divorçons. » J'ai été surpris. Je suis désolé de l'apprendre. Il m'a trompé. Avec sa secrétaire. Je me retrouve avec rien, papa. L'appartement lui appartient, l'argent est parti, je ne sais pas quoi faire. Pour la première fois depuis longtemps, j'entendais une vraie vulnérabilité dans sa voix. Pas du calcul, pas de la manipulation, mais une vraie peur. Céline, ai-je dit doucement, tu peux toujours revenir à la maison. La chambre d'Amit est ouverte. Elle a pleuré au téléphone. Mais l'appartement, il ne m'appartient plus. Il appartient à Sylvie, ai-je corrigé. Mais Sylvie n'est pas cruelle. Elle ne te mettrait pas à la rue. Une semaine plus tard, Céline était devant ma porte. Pas en vêtements de créateur et maquillage parfait, mais en jean et vieux pull, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle portait une seule valise. Sylvie était là quand Céline est arrivée. La tension entre les deux femmes était palpable, mais Sylvie a accueilli Céline poliment. La chambre d'amis est prête, a-t-elle dit simplement. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons vécu à 3 dans l'appartement qui aurait dû appartenir à Céline. Ce n'était pas facile. Céline était fière et blessée, Sylvie était prudente et j'étais tiraillé entre l'amour pour ma fille et la loyauté envers la femme qui m'avait montré ce que signifiait la famille. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Céline a vu comment Sylvie s'occupait de moi, pas par calcul, mais par affection sincère. Elle a vu comment Sylvie prenait soin de l'appartement comme s'il était le sien, bien qu'elle sache qu'il lui appartenait légalement. Un soir, alors que nous étions tous les 3 assis dans la cuisine, Céline a dit doucement, « Sylvie, je suis désolé. Pour ce que j'ai dit. Pour ce que j'ai pensé. » Sylvie a hoché la tête. « Nous faisons tous des erreurs, Céline. L'important, c'est d'apprendre. » J'ai appris, a dit Céline, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une vraie humilité dans ses yeux. J'ai appris que la famille n'est pas ce qu'on hérite, mais ce qu'on mérite. Aujourd'hui, 3 ans après mon infarctus, je vis toujours dans mon appartement du 6e arrondissement. Sylvie en est officiellement propriétaire, mais pour moi, c'est toujours chez moi. Céline a trouvé un petit studio près de Bellecour et un nouveau travail comme chef de projet. Elle passe régulièrement, pas pour parler d'argent ou d'héritage, mais pour passer du temps avec son père. La relation entre Céline et Sylvie n'est pas parfaite, mais elle est respectueuse. Céline a compris que Sylvie n'était pas son ennemie, mais la femme qui avait sauvé son père quand elle ne l'avait pas fait. Parfois, quand nous sommes tous les 3 assis autour de la table de la cuisine à boire du café, je repense à ce jour à l'hôpital. À la décision que j'ai prise quand j'oscillais entre la vie et la mort. Ce n'était pas seulement une décision concernant mon testament, c'était une décision sur ce que signifie vraiment la famille. La famille n'est pas le sang qui coule dans tes veines. La famille, ce sont les gens qui sont là quand tu en as besoin. Les gens qui ne t'abandonnent pas quand ça devient difficile. Les gens qui t'aiment, non pas pour ce que tu peux leur donner, mais pour qui tu es. Sylvie m'a montré cela. Et bien que cela ait fait mal à Céline d'apprendre cette leçon, elle l'a finalement comprise. Mon cœur est aujourd'hui plus fort que jamais. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Je suis entouré de gens qui se soucient vraiment de moi. Et cela vaut plus que tout appartement, tout compte en banque, tout héritage. Quand je repense aujourd'hui à ce jour où la douleur est venue et où le monde s'est mis à tourner, je suis reconnaissant. Reconnaissant pour l'infarctus qui m'a montré qui comptait vraiment dans ma vie. Reconnaissant pour Sylvie, qui m'a prouvé que la famille est un choix, pas une obligation.
Et reconnaissant pour Céline, qui a finalement appris ce que j'avais essayé de lui enseigner toute ma vie, que l'amour et le respect doivent se mériter. L'appartement du 6e arrondissement est toujours debout. Le balcon est réparé, les pièces pleines de vie et de rire. Ce n'est plus seulement mon appartement, c'est notre foyer. Un foyer construit sur l'amour, pas sur les liens du sang. Un foyer qui montre que parfois, les meilleures familles sont celles qu'on se choisit. Et quand je reste parfois éveillé la nuit à écouter le tic-tac rythmé de la vieille horloge que Marguerite et moi avions achetée il y a 30 ans, je souris. Parce que je sais que j'ai pris la bonne décision. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. La famille n'est pas ce qu'on hérite. La famille, c'est ce qu'on construit. Si vous avez aimé cette histoire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos pensées sur cette histoire dans les commentaires. Votre soutien signifie tout pour moi et m'aide à continuer de raconter des histoires qui touchent le cœur et font réfléchir. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche.